Émission Entreprendre, réveil matinal, Monsieur Claude Janvier, je suis ravi qu'on puisse t'accueillir ici sur la chaîne NTV. On va parler forcément d'économie, de politique, de société à plus d'un titre. Je voulais rebondir parce que tu as eu la gentillesse de m'envoyer aussi ton dossier de presse et j'aime bien cette devise. Je voulais démarrer avec celle-ci parce que on te sait adorateur en tout cas d'un homme qui nous fut précieux et qui l'est certainement encore, Monsieur Desproges. Je râle donc je suis. J'allais dire que Monsieur Claude Janvier, c'est bien un Français. Oui, c'est ça. J'aime bien cette devise. Mais je veux dire, le fait de râler, ça maintient en bonne santé. À partir du moment où on s'éteint et où on commence à ne plus remettre en question quoi que ce soit, c'est le meilleur moyen, c'est le meilleur chemin pour un enterrement rapide chez Rock Éclair, puisque maintenant, chez Leclerc, on peut faire ça Rock Éclair. Non, c'est terrible. Enfin bon, passons. Bon, l'humour est indissociable là aussi de nos jeux d'esprit, d'autant plus quand on est au-delà d'un observateur, un critique, parce que il est toujours délicat et difficile d'affubler certains et certaines, en tout cas, de mots majeurs qui viennent un petit peu comme des carcans, je dirais, les engluer dans ce qu'on aurait pu les définir. J'allais dire qu'au-delà d'être un observateur, politologue, écrivain, c'est qui Claude Janvier en quelques points? Claude Janvier, c'est quelqu'un qui s'est aperçu très jeune que l'État-providence et que les gouvernements n'étaient pas si sympathiques que ce qu'ils présentaient. Oui. Donc, sans rentrer trop dans toute ma vie, je me suis très vite aperçu quand j'ai eu une vingtaine d'années que, ma foi, que les choses n'était pas si bien huilé, que au-delà du vernis social, je dirais, malheureusement la réalité est tout autre et qu'on nous ment sur beaucoup de sujets et que des gouvernements ne nous veulent pas forcément du bien tout le temps. Alors c'est vrai Loin s'en faut. Donc à partir de là, j'ai mené une vie à peu près où j'ai beaucoup regardé, observé. Et puis il y a une vingtaine d'années de cela en arrière, j'ai décidé d'exorciser un peu tout cela et de me mettre à écrire au départ des billets d'humeur. Oui. Et puis depuis 4 ans maintenant, des livres. Alors en co-auteur avec mon ami Jean-Louis Zambert pour deux, Virus et Président et puis Covid-19, le bilan 40 questions. Un tout seul des démasqués qui dirige réellement le monde et un avec un ami, François Lagarde, qui vient de sortir L'État profond français. Bon. Chez K Édition. Voilà. On l'a tout de suite compris et j'espère Claude que tu me contrediras pas. Je ne vais pas chez Ikea chercher une bibliothèque, mais il est indispensable à cet horizon où il paraît qu'il y a des gros bonhommes qui vont se balader, en tout cas de garnir, en tout cas nos paquets cadeaux de livres pertinents. Je te fais cette liaison avec un petit clin d'humour parce que il est vrai que tu as vu, tout comme moi, du siècle dernier évoluer notre société dans le cadre de la médiatisation, toujours avec ces enjeux politiques qui puissent être français, européens ou mondiaux. Il y a une culture qui s'est instaurée entre finalement le mensonge historique, la fake news maintenant, le complotisme qui est venu là aussi, je dirais, déraciner. Peut-être une démarche d'une culture de la logique, d'une culture finalement du vivre ensemble. On a le sentiment aujourd'hui que malgré l'abondance d'informations, les gens sont encore plus moutons qu'ils ne le furent il y a de cela quelques décennies. C'est une fausse observation de ma part ou c'est une caution qui peut aller dans le bon sens? Non. Oui, non, malheureusement, j'ai peur que ce soit bien réel. Et effectivement, moi j'y ai cru. C'est-à-dire, j'ai cru il y a quelques années en arrière que, avec les progrès technologiques, les progrès en électronique, parce que tout n'est pas bon à jeter, nous sommes bien d'accord, que ce soit en médecine, par exemple, aujourd'hui, les traitements au laser, par exemple, pour les yeux, font des merveilles, alors qu'il y a 50 ans, c'était tout à fait hors de question. Mais donc, j'ai cru naïvement, à un moment donné, que grâce à tous ces progrès techniques, eh bien les gens allaient observer un peu plus leur entourage et allaient regarder un peu plus à l'extérieur de leur précaré. Force est de constater qu'il n'en est rien, oui. Que les gens continuent à être préoccupés uniquement par leur famille, leurs amis et leur cercle proche, sans trop se préoccuper ce qui reste, ce qui se passe dans le reste du monde. Et ça, c'est navrant parce que ça permet
tout un tas de politiciens assez véreux d'ailleurs et pas du tout en adéquation avec le bien-être de la société d'aller de l'avant. D'ailleurs, un petit exemple là-dessus, par exemple en 2007, en France, on comptait à peu près 9 millions de pauvres, hein, c'est sourcé les chiffres. Et en 2024, on en est à 11 millions de pauvres. Alors loin, effectivement, bien loin du vernis social qu'on nous présente comme la France étant un modèle de vertu et un monde merveilleux dans lequel la pauvreté recule. C'est faux, archi faux. Emmanuel Macron nous avait promis lors de sa première élection en 2017 qu'il y aurait zéro SDF et force est de constater qu'il n'y a pas, loin s'en faut, il n'y a malheureusement pas zéro SDF et malheureusement le nombre de gens le nombre de laissés pour compte et le nombre de gens qui couchent sous des tentes de fortune continue à augmenter. Donc il y a bien quelque chose là qui ne colle pas. On voit bien, là, j'allais faire un trait d'observation étant proche aussi de Romain Colucci, qui est l'héritier de son père, parce que des proches Coluche, ça pouvait en tout cas marcher ensemble à notre verte époque. Il est clair qu'aujourd'hui, on est à peu près à 20 millions finalement de Français qui pourraient être en précarité alimentaire. C'est antinomique au regard finalement des progrès qu'on vient d'évoquer. Justement, Claude, il y a un couple qui s'est constitué parce que le rejet, en tout cas l'inquiétude sur le comportement de certains élus et aussi de notre administration, parce qu'il ne faut pas les dissocier, certains passent mais d'autres restent. Il y a un couple d'élite comme ça entre médias et politique? Oui, bien sûr. De toute façon, le problème, c'est que nous ne sommes plus dans un état de droit. C'est-à-dire un état de droit dit, qu'est-ce que c'est qu'un état de droit? C'est séparation des pouvoirs, séparation du législatif, de l'exécutif, du judiciaire. Et puis, il y a toujours eu le quatrième pouvoir non officiel, qui c'est les médias. En réalité, tout ça n'est qu'un espèce de fondu inconsistant qui ne vise simplement qu'une caste, une élite au pouvoir reste en place, continue à s'en mettre plein les poches, j'allais dire, continue à jouir du luxe et des avantages que leur procure l'État français. Donc de droite de gauche, on se rend bien compte aujourd'hui que c'est un discours, enfin depuis longtemps d'ailleurs, que c'est un discours creux, c'est-à-dire qu'au-delà des soi-disant partis politiques, de l'adhésion de chacun, moi je suis de droite, toi t'es de gauche, en réalité, ils s'entendent très bien, je parle de toute cette caste politique, et ils se refilent les bons postes et les bons tuyaux, comme on peut dire, mais bon, c'est vrai que c'est malheureux parce que un état profond, par exemple, n'est pas nouveau. Il existe un état profond dans tous les pays du monde. Puisque l'état profond, c'est quoi? C'est ce qu'on ne voit pas en réalité. C'est au-delà du président et des ministres, c'est toute la haute fonction publique et la haute sphère privée. Donc il existe un état profond dans tous les pays, c'est évident. Maintenant, la bonne question, c'est est-ce que cet état profond va dans le sens du bien-être du peuple ou est-ce que cet état profond va dans l'autre sens, c'est-à-dire de conserver à tout prix leurs avantages et leurs salaires et leurs retraites pharaoniques. Et force est de constater qu'en France, ma foi, l'état profond ne va pas du tout dans le sens du bien-être du peuple. Ça, c'est d'une évidence absolue. Je reviendrai sur cette interconnexion entre économie et finalement liberté individuelle, mais j'allais dire tout à l'heure, on évoquait cette idée de mensonge, du complot, aujourd'hui des fakes. On voit que derrière ça, il y a quand même un plan. Moi, j'ai souvenir des lectures d'un monsieur bizarre, c'était Albert Pike. Ils avaient une vue quasiment sur un siècle. Ça veut dire, est-ce que finalement, nous ne sommes pas dans cette société mondialisée aujourd'hui, sous le joug finalement d'écriture, parce qu'on sent qu'il y a une culture de l'économie où finalement nous sommes des produits d'un élevage. Oui, c'est assez bien vu, effectivement. De toute façon, ce qui se passe, c'est qu'on est quand même sous la coupe de la haute finance internationale, sans parler, même si on parle pas de plan au sens stricto sensu, il est bien évident que le monde est dirigé aujourd'hui par une caste qui s'appelle la haute finance internationale, anglo-saxonne d'ailleurs. Surtout. Et cette caste, c'est l'émergence des monstruosités financières telles que BlackRock, Vanguard et State Street. Je suis en train de citer les trois plus gros là. Le premier étant BlackRock, qui gère quand même aujourd'hui la bagatelle de 10 000 milliards de dollars au niveau d'actifs,
énorme. Le deuxième, c'est Vanguard, qui gère 9 000 milliards d'actifs à peu près, ce qui est aussi énorme. Et le troisième, le petit dernier, c'est State Street. Il ne gère que 3 à 4 milliards de dollars. Bref. On voit bien que cette toute-puissance financière a le contrôle sur quasiment tout. C'est-à-dire que s'il faut comprendre, c'est que BlackRock, Vanguard, ils ont des actions dans toutes les grandes sociétés déjà américaines. Ils ont la main mise sur les médias américains. Ils ont la main mise sur quasiment toutes les grandes entreprises européennes. Faut savoir que BlackRock est actionnaire aujourd'hui de toutes nos entreprises du CAC 40 en France. Oui. Faut savoir que BlackRock est actionnaire aussi, commence à être actionnaire de pas mal de sociétés en Chine. Ils ont percé en Chine. Ils sont omniprésents au Japon, bien évidemment, et ils sont omniprésents dans anciennement les pays du Commonwealth, tels que l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que je me suis intéressé beaucoup aussi au numéro 2, c'est-à-dire à Vanguard. Et Vanguard, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été créé dans les années 70-75 par les 13 grandes familles les plus riches au monde, et ça, c'est documenté sur le texte. Alors vous les connaissez, vous en connaissez au moins deux, la dynastie Rothschild, la dynastie Rockefeller. Il y en a d'autres beaucoup moins connus du grand public, comme Vanderbilt, Orsini, Dupont de Nemours, Morgan, famille royale britannique, parce que c'est pas tant qu'ils sont immensément riches, mais ils ont une collusion extrême avec la City de Londres, qui est quand même très indépendante, qui est quand même la place forte financière du monde, avec Wall Street, avec sa petite sœur jumelle qui s'appelle Wall Street. Donc ces 13 grandes familles ont fondé Vanguard. Alors ils apparaissent nulle part, et ce sont eux qui ont amené les capitaux. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que Vanguard n'est pas coté en bourse. Ça, c'est très intéressant, parce que comme ça leur assure une indépendance totale. Mais en revanche, Vanguard est actionnaire de BlackRock, et BlackRock a la main mise quasiment sur tout, y compris les grands laboratoires pharmaceutiques, y compris les usines d'armement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, c'est un peu lié. C'est-à-dire que les guerres, aujourd'hui, malheureusement, et depuis longtemps, rapportent aux marchands d'armes. Et qui est derrière les marchands d'armes, qui est actionnaire? C'est ceux que je viens de citer, BlackRock, Vanguard. Donc on voit bien qu'on est dans un espèce de microcosme financier qui a le contrôle quasiment sur toute la planète. Alors en plus, si on se transfère un peu aux USA, cette oligarchie donc financière mondiale apatride, donc anglo-saxonne, a dessous la CIA, évidemment tous les services secrets, CIA, Mossad, etc., avec en plus un fonds privé, souverain privé de la CIA, qui s'appelle le fonds Carlyle, qui est un fonds qui est alimenté par cette oligarchie financière. Et c'est un fonds souverain privé, Carlyle, qui est immense, c'est-à-dire il y a des millions et des millions de dollars, et ils sont spécialisés, évidemment, sans doute, dans tout ce qui est cybertechnologie, nanotechnologie, défense, etc. Bon, bref. Donc on voit à peu près le tableau, et malheureusement, nous sommes sous la coupe de ces monstruosités financières qui, en fait, ont une idéologie mortifère. Ils ne vont pas dans le sens du bien-être des peuples du tout. Ils sont là pour continuer à s'enrichir et continuer à avoir une ascendance et un contrôle total sur la majorité de la planète, de la population de la planète. Je voulais rebondir, parce qu'on le voit bien, il y a un délitement. Tu évoquais la famille Windsor, c'est vrai qu'il faut se rappeler quand même que quand je te parlais d'un plan et d'un programme, c'est des Gotha-Cobourg, des Cobourg-Gotha, en tout cas, ils viennent d'une branche, en tout cas, où nos familles européennes, en tout cas, ont fomenté, je dirais, un monde. Et il faut rappeler que la première firme, je crois qu'elle est soit néerlandaise ou anglaise, autour des 1600. Et finalement, un monde a été dessiné il y a de cela 4 siècles, on va dire. La propagande, j'aime beaucoup Bernès parce que je parlais d'un plan. Moi, je pense qu'il y a un plan, et à t'entendre et à te lire, on voit bien que notre documentation est nécessaire parce que ce délitement, on a perdu notre second marché. Je repense là aussi, en tant que citoyen, à l'abandon de nos autoroutes. C'était Villepin qui finalement larguait le sac lucratif de notre patrimoine français finalement à des privés. On n'a jamais tant payé finalement le soin de se bouger. C'est là l'articulation, l'alerte dans tes ouvrages et dans tes écrits, quels qu'ils soient, de dire attention. On voit bien que l'unité que nous sommes, elle ne répond plus aux idéaux qui ont finalement construit nos institutions,
qui sont nos députés. Plus personne ne connaît son député, plus personne ne connaît, je dirais, la valeur finalement d'une Assemblée nationale. On vient hurler vers nos députés et on parle jamais du comité économique, social et environnemental qui sert pas à grand chose et qui est issu d'une société du mérite. Qu'est-ce qui se passe dans notre société? Nous sommes de plus en plus dirigés par des technocrates. Ça, c'est d'une évidence absolue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ministres, de plus en plus, les ministres, ils sont là en fait que pour faire des shows. Ils sont de passage. Ils sont là pour parader. Oui, ils paradent devant les médias, ils écrivent des bouquins. Moi, je me suis toujours quand même posé la question comment un ministre de l'économie s'appelait Bruno Le Maire, qui a sévi quand même 7 ans à Bercy, qui a augmenté les dettes de la France de 1000 milliards, mais il trouvait quand même le temps d'écrire des bouquins. D'ailleurs un peu porno. D'ailleurs c'est très intéressant. Marlène Schiappa, c'est un peu pareil. Chaque ministre, c'est un peu étrange tous ces ministres qui ont énormément de temps pour écrire des bouquins. Elisabeth Borne vient de sortir le sien, Ma vie en tant que ministre, mon Dieu bien sûr. Mais en réalité, moi qui écrive des bouquins, presque, je m'en fiche à partir du moment si je m'en ficherais plutôt, mais s'ils étaient compétents de l'autre côté. Or, on le voit bien, ce sont des incompétents. Ils sont juste là pour parader. En réalité, qui dirige réellement effectivement les États aujourd'hui? Ce sont de plus en plus une armada de technocrates, une armada de gens qui ne sont pas connus du grand public, qui ont tous été formatés, qui ont tous passé par le programme créé en 2004 par un certain monsieur Klaus Schwab, le fondateur de Davos. Et en 2004, ce même Schwab a mis au point le fameux programme du Young Global Leaders. Et on regarde bien tous les politiciens et tous les conseillers et tous les technocrates, une grande partie des technocrates aujourd'hui sont passés par ce formatage, par cette formation quasi obligatoire de Klaus Schwab. Donc on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui déraille. Et d'ailleurs Bruxelles est dirigée aujourd'hui par des commissaires technocrates. En fait, les députés européens aujourd'hui, ils n'ont pas grand-chose à dire, parce qu'en réalité, qui prend les décisions réelles, c'est les commissaires technocrates, qui eux ne sont pas du tout élus par le peuple, qui sont inconnus du grand public. Et Bruxelles, et on le sait aujourd'hui, de plus en plus, obéit à cette fameuse oligarchie financière mondiale internationale que je citais tout à l'heure. Donc on voit bien et c'est ça le drame, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des gens à la tête de l'État en France, mais en Europe, c'est quasiment le même problème, qui sont là. Ils ont été mis là, ma foi. Pour eux, tout va bien. Ils jouissent tous d'un luxe très très bien, très très bon. Mais pour le reste, c'est pas eux qui dirigent vraiment. D'ailleurs, si vous le permettez, on a vu. Avec Emmanuel Macron, on est resté plus de 50 jours sans gouvernement, sans empêcher la France de tourner, non. Ce qui prouve bien que... Alors, j'ai pas dit qu'il fallait se passer de ministre. C'est le syndrome belge. On voit bien qu'il y a un souci. Je vais dire, la France a continué à tourner, comme si de rien n'était. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment un état profond. Et comme je le disais aussi, cet état profond, malheureusement, ne va pas dans le sens du bien-être du peuple. Bon. Loin s'en faut. Justement, je voulais t'interpeller, Claude, au travers de ces lectures, parce qu'elles sont importantes. Il faut en tout cas qu'on y donne... je dirais, qualité ou pas, et en tout cas, il faut forger l'intermédiarité toujours de ce monde. J'allais dire, on est quoi? Sur la rupture d'un gaullisme, on a perdu le grand Charles pour quelques nostalgiques. La confiance du peuple, pourquoi pas, sur l'État-providence est ruinée. On est réellement aujourd'hui sur un changement, j'allais dire, civilisationnel, politiquement parlant, parce que ce qui fut ne sera plus jamais. Les générations à venir vont travailler autre chose. C'est ça qu'on est en train de vivre. Oui, parce que ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que le général de Gaulle a été le seul président de la Ve République qui n'était pas un atlantiste. Le général de Gaulle avait bien vu quand même à son actif, on peut le mettre à son actif, avait bien vu que les Américains n'avaient pas débarqué en 1917 en Europe juste pour nous aider, parce qu'en fait en réalité en 17 ils sont pas venus pour nous aider, ils sont venus pour commencer à mettre le pied en Europe et pour commencer à mieux la contrôler, à mieux la piller, ce qu'ils font d'ailleurs depuis cette époque, même avant, mais disons que ça s'est officialisé en 1917. 39-45.
Bah 39-45, je pense que le grand public ne le sait peut-être pas. En 1940, le gouvernement américain avait pris secrètement des accords et des contacts avec le maréchal Pétain à l'époque, parce qu'il savait très bien que tôt ou tard l'Allemagne allait perdre la guerre et que justement il fallait établir l'après-guerre. Et établir l'après-guerre, c'était de faire en sorte que la France devienne un protectorat et que l'Europe entière, les pays européens entiers, deviennent un protectorat américain. Et d'ailleurs, les Américains avaient même fait imprimer presque à la fin, juste avant la fin de la guerre, un franc dollar qui s'appelait l'AMGO, AMGOT, c'est un acronyme. Et ils sont arrivés donc après la guerre avec leur valise pleine de billets, dire voilà, coucou, bonjour, la France devient donc un protectorat. Et le général de Gaulle a dit oh là là, vous allez me remballer votre monnaie de singe, et avec l'aide de quelques commissaires, il a mis le projet donc des Américains à l'eau. Mais et en 66, on se souvient quand même que le général de Gaulle a dit aux Américains, vous êtes gentils, moi l'OTAN, au revoir. Donc il a sorti la France de l'OTAN. Mais ça a été le seul président non atlantiste. Après, il y a eu Georges Pompidou, et à partir de Georges Pompidou jusqu'à aujourd'hui, tous les présidents qu'il y a eu, et je dis bien tous les présidents qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui, M. Emmanuel Macron, sont des atlantistes, sont des pro-américains. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy nous a remis dans l'OTAN. On se souvient quand même que depuis 66, comme je l'évoquais, le général de Gaulle nous avait sorti de l'OTAN. Nicolas Sarkozy, il est arrivé juste après Jacques Chirac, il a dit je remets la France dans l'OTAN. Donc on voit bien qu'il y a une volonté derrière de continuer à servir la soupe aux Américains. Et la bonne question est aujourd'hui, on va remettre les clés de notre pays aux Américains jusqu'à quand ? C'est parce que c'est ça le problème. On ne s'en sortira pas si on continue sur cette voie. Les Américains ont toujours... de toute façon, ce qu'il faut comprendre avec les Anglo-Saxons, c'est que les Anglo-Saxons l'ont toujours joué perso, pour employer un terme de football. C'est-à-dire, c'est leur terrain de jeu, c'est la planète. C'est piller la planète et à leur profit. Ça fait plus de 200 ans que les États-Unis ont été créés, et ça fait à peu près 200 ans que ce pays est en guerre contre une ou plusieurs pays du monde afin de continuer le pillage et les conquêtes et les colonies. Et j'inclus les Anglais, la perfide Albion derrière. Je parle toujours des politiciens, là, je n'ai rien contre les peuples anglo-saxons, mais j'ai tout contre les politiciens. Et en réalité, si on commence vraiment bien à étudier les chiffres, parce que là on peut parler chiffres, depuis 1880, et j'ai écrit un billet là-dessus il y a 4 mois en arrière à peu près, depuis 1880, j'ai dressé la liste non exhaustive des personnes qui ont été massacrées par les Anglo-Saxons. Et je suis arrivé au chiffre faramineux et inconcevable de 500 millions de victimes quand même. En Europe, nous sommes 448 millions d'habitants. Et les 500 millions de victimes faits par les Anglo-Saxons, ça a commencé en 1880 avec les 2 guerres de l'opium contre les empereurs chinois. Ça a continué ensuite avec l'Inde. L'Inde, vous savez, la colonisation de l'Inde par les Anglais, on nous la présente toujours comme étant, oui, la Compagnie des Indes, avec le thé, on l'évoquait tout à l'heure, 1600. Et le tea time, machin. Oui, ils ont tué 100 millions de personnes quand même. Après, je continue, les Philippines, Guatemala, guerre de Corée, Vietnam, les 2 bombes atomiques balancées sur le Japon alors que c'était inutile, enfin, etc. Plus tout le Proche-Orient à feu et à sang depuis le 11 septembre, parce que ça a donné un blanc-seing aux États-Unis. Cet attentat du 11 septembre a donné un blanc-seing aux États-Unis pour piller et mettre à feu et à sang le Proche-Orient. Destruction de l'Irak, de la Libye, la Syrie en guerre, etc., etc. Ça ne s'arrête pas. Et Israël aujourd'hui avec la Palestine, c'est la même chose. C'est une continuité de vouloir absolument. Donc voilà. Donc moi je n'ai absolument pas confiance dans la politique étrangère et de colonisation donc des Anglo-Saxons. Voilà. On le comprend. Alors justement, est-ce qu'on n'est pas aussi au travers de cette observation d'une culture, j'allais dire de l'angoisse, on le voit bien de toute façon, et de la peur qui nous conditionne, mais on reste... C'est une impression en tout cas assez amnésique dans la mesure où les coups après coups on oublie, et j'en veux pour preuve là aussi, puisqu'on parle beaucoup d'énergie actuellement et on reviendra sur un contexte agricole, mais j'ai souvenir de Valéry Giscard d'Estaing, choc pétrolier. Nous avons plus de pétrole en France, c'était les années 80 après avec Mitterrand, mais
Heureusement, nous avions des idées à cette époque-là. 50 ans que nous n'avons plus de pétrole et il y en a toujours encore plus. On voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui va pas dans les chiffres dans ces cas-là. Ou alors c'est moi qui n'y comprends plus rien non plus. Non, mais ce sont des énormes mensonges, hein, en fait. Faut pas oublier que Valéry Giscard d'Estaing a été l'artisan de l'Europe, hein, quand même. Hein. Oui, C'est enfin, lui qui a écrit. il y avait Monnet, Jean Monnet, hein. Jean Monnet avait été un des peut-être artificiers, mais au-delà de ça, il y avait un projet, tu l'évoquais, américain, peut-être mondialisateur. Mais on a entendu aussi des antichambres, les Bilderberg, Grand Siècle. On voit bien que c'est fomenté dans certaines alcôves, Davos aussi, mais je dirais cette stratégie, je dirais du politique qui joue pour les multinationales, en quelque sorte. Oui, ben absolument. Ben de toute façon, je faisais référence tout à l'heure à 1880, donc la fin du 19e siècle et le début de l'ère industrielle, aux guerres incessantes menées par les Anglo-Saxons. Et parallèlement, depuis 1880, eh bien, c'est fondé tous les clubs secrets discrets jusqu'à nos jours, hein, que beaucoup de gens connaissent, comme les Bilderberg, la Trilatérale, Latéral, que je n'ai pas cité. etc. Et voilà. Mais ce sont des clubs en fait de rencontres et ce sont des clubs où tous décident. Et on a les clubs franco-français qui s'appellent le Siècle, l'Institut Montaigne, le Cercle Turgot, les think tanks Terra Nova pour citer les quatre principaux, mais qui se réunissent une fois ou deux fois par an. Eh bien les décideurs de la caste, hein, toujours la même caste, c'est-à-dire la haute fonction publique, la haute sphère du privé, le président de temps en temps, mais il y vient rarement, mais de temps en temps quand même, les quelques ministres, mais c'est surtout toute cette intelligentsia que les gens ne connaissent pas forcément. Et en France, par exemple, si on peut citer cette espèce d'intelligentsia que le grand public ne connaît pas forcément, avec des gens comme Claude Bébéar, Henri de Castries, Marc Landry de la Charrière. Bon bref, et ce sont des gens qui sont là, indéboulonnables, et qui font la pluie et le beau temps. On peut citer Jacques Attali aussi, hein, qui souffle d'ailleurs à l'oreille des présidents depuis François Mitterrand. Hein. Et on peut citer aussi Alexis Colère, qui est un des conseillers d'Emmanuel Macron, qui souffle donc dans l'oreille d'Emmanuel Macron et qui quand même a quelques casseroles, hein, Alexis Colère. Hein. Mais bon, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et c'est vrai, 1880, la fin du 19e siècle a été une année, ce sont des années charnières, puisque début de l'ère industrielle, début de la création des clubs secrets discrets, début des guerres incessantes vraiment menées par les Anglo-Saxons, pour en arriver aujourd'hui à un monde unipolaire, si on veut le présenter comme ça, voulu par les USA, l'Europe, Israël, le Qatar, le Japon et anciennement les pays du Commonwealth, en gros, et avec le monde multipolaire aujourd'hui des BRICS, avec Russie, Chine, Inde, Iran, Syrie, etc. Et on voit bien cet affrontement aujourd'hui qui en fait remet en cause, et c'est ça que les Américains n'aiment pas, remet en cause l'hégémonie du dieu, entre guillemets, dollar. Parce que c'est ça en fait. Le dollar a quand même la main mise depuis la création des États-Unis sur le monde. Et aujourd'hui, 200 ans après, le dollar commence à perdre du terrain et c'est un bien parce que au bout d'un moment, ça va bien quoi. Servir la soupe aux USA envers et contre tout, non, ça commence à bien faire. J'allais dire, Claude. Donc voilà les enjeux aujourd'hui. Ouais, hein. je Voilà le vois, les mais enjeux. je voulais te lancer aussi sur deux dernières questions. Une qui nous tient de cœur parce que finalement, on parle peu dans l'économie aussi de notre agriculture. On a évoqué notre souveraineté. Nous avons pourtant des biens, je dirais, nécessaires. C'est de manger, hein, parce que même si nous sommes finalement en élevage, faut-il encore nous nourrir. On voit bien que là aussi, il y a eu des truchements et des passerelles assez comment dire, officielles, parce que plus, j'allais dire, c'est gros et plus finalement on le croit. Mais on voit bien qu'il y a une industrie, en tout cas de l'alimentation, une industrie du pharmaceutique, une industrie de la santé, comme un chaînage où on a le sentiment d'un seul coup que nous faisons partie, nous sommes ces wagonnets qui un jour naissons, qui une vie durant travaillons, et notre rentabilité, elle est de la naissance, comme tu l'évoquais, à notre mort, puisque même cette dernière, si nous sommes
programme républicain en France, nous naissons libres et, je dirais, gratuits, mais nous ne mourrons pas libres et gratuits. Ça coûte un peu. Qu'en est-il? C'est là l'observation, le fait de démasquer, c'est ça, c'est nous-mêmes que nous devons regarder dans nos miroirs pour mieux comprendre? Ben, un peu, oui. C'est-à-dire qu'il est temps, je pense, il est temps qu'une majorité. Le problème, c'est qu'il y a une majorité de gens qui ne sont pas au courant. Voilà. Le problème, c'est ça. C'est que l'information, je parle de la pluralité ici de l'information, ça ne passe pas puisqu'il y a effectivement un barrage, un tiers de barrage, et qu'il y a une prépondérance de plus en plus des médias, des médias de grand chemin, donc d'une propagande médiatique. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus de l'information, c'est une propagande médiatique. Le problème, c'est que les gens ne sont pas informés, et les gens souvent ont des opinions, c'est-à-dire ils ne veulent pas s'informer. C'est-à-dire aussi au-delà du fait qu'ils ne sont pas informés, c'est que souvent ils ont des opinions et que, ma foi, ils ont des opinions toutes tranchées sur ce qui se passe. Et là, c'est un énorme problème parce que ça laisse le champ libre. Effectivement, ça laisse une autoroute grande ouverte à tous les gens qui ont envie de continuer à diriger un État ou diriger le monde et continuer à œuvrer uniquement pour leur bien personnel. Et c'est un énorme problème. Alors effectivement, ce que tu as évoqué à l'instant, c'est qu'ils ont envoyé des chevaux de Troie. Ils en envoient toujours d'ailleurs pour pilonner et pervertir toutes nos sociétés. Je fais référence ici. C'est simple, il y a cette oligarchie financière que j'ai évoquée tout à l'heure. En dessous, évidemment, il y a les serviteurs zélés comme Bill Gates, que je ne vais pas présenter, tout le monde le connaît, George Soros, et les GAFAM. Donc, on a Bill Gates d'un côté, il s'est approprié le domaine de la santé et des plantes, parce que quand même, mine de rien, il contrôle quasiment aux 2 tiers l'OMS. Aujourd'hui, c'est lui qui finance aux 2 tiers l'OMS, il faut quand même pas l'oublier, faut le savoir. Ensuite, quand il a acheté avec Monsanto il y a une quinzaine d'années en arrière un îlot perdu au large de la Norvège qui s'appelle Svalbard. Il a fait construire un bunker énorme où il entrepose toutes les semences du monde entier, non pas pour les sauvegarder, mais il les a entreposées parce que recherche sur ces plantes, sur ces semences, on en fait des OGM, et qui dit OGM ou variété hybride dit brevet, qui dit brevet dit faire des bénéfices. Ça c'est Gates. À côté, on a Soros qui est le spécialiste des coups fourrés, des printemps arabes, des révolutions, soi-disant pour amener la démocratie dans tout un tas de pays. En réalité, il a amené plus de chaos et de violence dans tout un tas de pays que de bienfaits. Il s'intéresse aussi au domaine de la virologie, d'ailleurs. L'ami Soros, l'ami entre guillemets, on est bien d'accord, puisque peu de gens le savent, à Wuhan en Chine, où il y a un fameux laboratoire que tout le monde connaît, parce que tout le monde en a eu tout d'un coup la réalité de l'existence de ce labo. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Soros en a financé un privé juste à côté de celui que je viens d'évoquer et qui est à Wuhan en Chine, aussi. Mais alors le nom de la rue, je m'en souviens jamais, mais le numéro, je le connais. C'est le numéro 666. C'est intéressant quand même. Il y a des codes. Oui, quand même, c'est intéressant. Et à côté, on a les GAFAM qui contrôlent quand même aujourd'hui toute l'information. Les patrons de Google, Zuckerberg pour Facebook, Jeff Bezos nous a fondé Amazon, nous a toujours présenté ces petits gars comme étant des petits gars qui ont démarré, vous savez, dans leur petit garage. Ça c'est une belle légende urbaine parce qu'en réalité, ils ont tous été approchés par la CIA et financés par le fonds Carlyle, quand même, faut le savoir. Et ça, c'est prouvé aussi. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que YouTube, etc., est pas mal c'est un peu nivelé, c'est un peu censuré. Pourquoi? Parce qu'ils font la pluie et le beau temps. Donc, en réalité, nous avons donc cette oligarchie, ces valets zélés, et ils envoient des programmes pour pervertir et dégrader nos sociétés. Et on voit bien que ce soit dans le domaine de la santé, il y a eu le Covid-19, je ne vais pas revenir dessus, dans le domaine de la nourriture, oui, comme tu l'as évoqué, tout est de plus en plus frelaté, bourré de sucre, mais c'est pas anodin, parce qu'aujourd'hui, on achète des charcuteries, c'est bourré de sucre, on achète des plats préparés, c'est bourré de sucre, mais le sucre n'est pas très bon à haute dose pour la santé. Diabète, grande cause de mortalité. Le diabète et les surpoids, le laboratoire pharmaceutique qui est actionnaire des labos, c'est Vanguard, c'est BlackRock, voilà. Ils envoient des chevaux de Troie via le climat, via la soi-disant écologie, et pire, presque, j'allais dire, toute l'éducation aujourd'hui de nos bouts de choux
sont pervertis par une soi-disant libéralisation sexuelle, comme quoi il faut maintenant donner des cours d'éducation sexuelle à nos bouts de chou qui ont entre 1 et 5 ans. Et ça devient du grand délire. Et on voit bien qu'il y a une perversion de plus en plus qui est en train de s'installer. Le tout totalement d'ailleurs adoubé par les politiciens en place et malheureusement par beaucoup de parents. Moi, je sais pas si j'étais un parent aujourd'hui d'un bout de chou et qu'on me dise ah bah tu sais là demain il y a un drag queen qui va donner un spectacle dans ta maternelle là à ton bout de chou. Moi, je n'ai rien contre les drag queens, hein. Chacun fait ce qu'il veut, mais pas en train de donner un spectacle de conte pour des bouts de chou. Alors à ce moment-là, moi, si j'étais parent, j'irais voir le proviseur en question ou le maire, je lui dirais vous êtes gentil, vous mettez qui vous voulez, pas un drag queen. Moi, le drag queen, il fait ce qu'il veut de sa vie, mais pas en train d'enseigner à mon bout de chou que des contes pour enfants. Non, ça colle pas. Et on voit bien qu'il y a une perversion complètement admise et complètement poussée par une espèce d'intelligentsia bobo, je sais pas quoi, gaucho, etc. Et ça ne colle pas, mais ça colle très bien avec les buts de l'oligarchie financière mondiale. Vous voyez, c'est un espèce de cercle. On est vraiment, malheureusement, dans ce cycle infernal. Et c'est ce cycle infernal qu'il va falloir briser tôt ou tard si on veut s'en sortir. Et là, j'en reviens aux BRICS qui ont quand même, pour l'instant, beaucoup plus de valeurs familiales et sociales. On peut être pour, on peut être contre les BRICS, certes, mais maintenant, force est de constater qu'aujourd'hui, il y a quand même plus de valeurs pour l'instant sociales et familiales dans beaucoup de pays des BRICS, comme la Russie par exemple, qu'en Europe où tout est en train de dégringoler. Hein. C'est pas une vue de l'esprit, hein, je crois pas. Hein. Non, on le voit parce qu'à t'entendre, il faut surtout aussi te lire, toi et d'autres. On voit bien qu'il y a un Lego de connaissances à posséder, ce qui est pas aisé parce que des fois, comme toutes choses qui sont en format Pulse, ça ne s'assemble pas tout de suite. Il faut pour autant se documenter, s'informer, se mettre en expérience. Tant pis si finalement des fois il faut faire des marches arrière, mais la connaissance est nécessaire en tout cas pour œuvrer dans ce monde agité. Je voulais terminer ce réveil matinal ensemble pour lequel je te remercie parce que l'actualité vient aussi te titiller sur une vision de ce monde que tu nous dépeins, que tu nous écris. On voit l'arrivée de monsieur Donald Trump et puis aussi de monsieur Elon Musk. J'allais dire voilà un duo et un trio parce que on va pas enlever Kennedy bien sûr, mais est-ce que ce sont des réponses finalement à un nouvel ordre meilleur, moins bon? Ça, je suis incapable d'en dessiner quoi que ce soit, mais est-ce que c'est une forme de réveil? Je sais pas, je m'interroge. De toute façon, l'élection de Donald Trump est un réveil du peuple américain. Parce que de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que le peuple américain a réagi au problème de son pouvoir d'achat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis l'avènement de Joe Biden à la Maison-Blanche, il y a une inflation qui s'est mise en route et qui a atteint 20%. Quand même, aux États-Unis, je parle 20% dans l'alimentation, 20% dans le carburant et dans les assurances, etc. À tel point, c'est que les Américains ont surnommé ça la bidinflation. C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est eux. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains ont commencé à regarder leur pouvoir d'achat, ils se sont dit, oulala, 20% d'inflation, ça commence à... Non, ça ne va pas. Donc en réalité, ils ont eu le choix. Ils se sont dit, Kamala Harris, c'est une démocrate, c'est de toute façon c'est l'acolyte de Joe Biden, donc est-ce que cette inflation va continuer? Donc ils ont choisi Donald Trump. Alors, on peut comprendre, hein. Moi si j'étais à leur place, je me dirais bon ça suffit, 20% d'inflation, on va essayer Donald Trump. Alors Donald Trump effectivement a remporté haut la main cette élection, tout le monde le sait, puisque contrairement à sa première élection, il a remporté le Congrès, hein, puisqu'il a remporté tout de suite le Sénat bon, voilà. Et la chambre basse, alors je sais plus où on en est, la chambre des représentants, mais je pense qu'elle est acquise. Donc voilà, alors après, qu'est-ce que va faire Trump? Ça, c'est si on regarde à quoi il s'est engagé, Trump devrait aller plus vers un chemin de paix qu'un chemin de guerre, ce qui pourrait signifier de la paix en Ukraine et, on l'espère aussi, de la paix au Proche-Orient, donc dans le conflit israélo-palestinien. Maintenant, attention, Trump est un commerçant.
avant tout, c'est un homme d'affaires. Donc lui, il, bien entendu, envoyait des GI, des soldats américains guerroyer aux quatre coins de la planète et qui lui coûtent quand même beaucoup d'argent, il va se dire non, je vais pas faire ça. En revanche, il va pas stopper le complexe militaro-industriel de fabriquer des armes. Ça, c'est sûr, il va continuer à vendre des armes dans le monde entier. C'est d'une évidence absolue. Il va pas dire au complexe militaro-industriel, on va arrêter de fabriquer des armes. Après, lui, ce ne sera plus son problème. Qui va les acheter et pourquoi et pour guerroyer contre qui, ça va plus être son problème. Donc, effectivement, mais à la limite, je dirais, c'est bien s'il arrive à arrêter donc les deux conflits aujourd'hui. Mais ça, comme on dit, comme il y a un proverbe anglais qui est wait and see, c'est-à-dire on va attendre à partir du 20 janvier quand il va être nommé. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il veut s'engager dans cette voie, et ce serait à souhaiter, parce qu'après tout, ce sont en ce moment deux carnages. Il y a un carnage quand même en Ukraine. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a un peu plus de 600 000 Ukrainiens qui sont morts. Il y a à peu près 60 000 soldats russes qui sont morts aussi. Quant à Gaza, on en est à plus de 200 000 victimes. Donc, plus au Liban, etc. Donc, effectivement, il serait temps que ces deux carnages s'arrêtent. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'est pas tout seul. Il y a un état profond derrière. Il y a un état profond qui va peut-être pas se laisser faire si facilement. Et encore une fois, il a un problème, c'est que l'hégémonie du dieu dollar est en train de basculer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va assister, grâce à lui, à un équilibrage, je dirais, entre le monde unipolaire que j'ai cité tout à l'heure et le monde multipolaire? Ou est-ce que ça va basculer dans un sens ou dans un autre? Ça, pour l'instant, on ne sait pas. Alors, bon, moi, je pense que la menace d'une troisième guerre mondiale nucléaire est à écarter, et c'est d'ailleurs tant mieux. Enfin, j'espère ne pas me tromper. Mais en revanche, les choses ne vont pas peut-être être aussi simples que quelquefois beaucoup de gens nous l'écrivent. En tout cas, de toute façon, c'est sûr que entre Kamala Harris et Donald Trump, c'est sûr que Donald Trump est évidemment bien meilleur que Kamala Harris. C'est d'une évidence absolue. En plus, Kamala Harris n'avait pas l'air de connaître beaucoup ses dossiers puisqu'elle avait déclaré par 2 fois il y a peu qu'avec la crise Covid, 200 millions d'Américains étaient morts. Elle l'a répété 2 fois. Donc, je sais pas, elle a pas dû calculer quelque chose parce que aux USA, il y a 360 millions d'habitants. S'il y avait eu 200 millions de morts, il restait plus que 160 millions d'habitants. Je pense que ça se serait su. Mais je pense que là, le Kamala Harris n'était vraiment pas au niveau. Alors, pourquoi les démocrates ont mis quelqu'un qui était vraiment pas au niveau, ça je sais pas, ça reste un mystère. Ouais. Mais et donc voilà. Donc en gros, voilà où on en est maintenant. Ça va pas être une partie facile pour lui. Alors, effectivement, il s'entoure d'Elon Musk, très bien, parce que jusqu'ici, Elon Musk, ma foi, il a créé X, et puis il faut reconnaître que depuis qu'il est là, il y a quand même un peu moins de censure quand même sur X. Donc, toujours pareil. Il faudra voir les faits. Et puis, quant à Monsieur Kennedy, qui risque d'être nommé ou qui a été nommé, ça, j'ai pas trop suivi à la santé, c'est toujours pareil. On espère que tout cela, ça sera suivi des faits. Après, voilà, pour l'instant, on en est très bien. Voilà, ça va dans le bon sens. Ça sera, je pense, le meilleur interlocuteur en face du président Poutine que Kamala Harris aurait pu l'être, parce que de toute façon, Kamala Harris aurait été sans surprise. La guerre en Ukraine aurait continué. Avec Trump, il y a quand même une chance, effectivement, que le carnage s'arrête, et ce sera un bien, parce que les morts inutiles et les morts civiles, non. Et militaires aussi. Bon, en attendant finalement, je dirais janvier, qui sera le début, en tout cas, d'une nouvelle ère, peut-être. On voit qu'on va se documenter. Moi, je serais ravi de passer ces moments. Il en faudrait bien d'autres, et je crois que finalement, différentes antennes, en tout cas, donnent là aussi ouverture à des acteurs qui, comme toi, viennent gratter, fouiner, ruminer, en tout cas, et nous documenter. À défaut d'être d'accord, c'est toujours important, en tout cas, de s'imbiber, parce que forger nos avis
vie nécessite là aussi, je l'évoquais, cette intermédiarité, c'est-à-dire bah voilà, il faut se documenter, il faut lire, il faut se plonger là aussi dans des observations. Merci Claude en tout cas pour ces livres, ce dernier, Les Démasqués, parce que là encore, c'est bien de voir au grand jour ce qui se passe des fois dans la précipitation de nos vies où on n'a pas le temps finalement de mettre les bougies là où il faut. Ravi en tout cas de cet échange matinal, au plaisir de se retrouver peut-être sur des thèmes plus marqués, plus précis, mais fallait-il pour faire cela balayer aussi un horizon et d'ouvrir là aussi nos bibliothèques. Merci Claude, je te dis à bientôt. Eh ben, merci beaucoup, merci à toi et merci pour tout le travail que tu fais et avec d'autres, hein, parce que c'est aujourd'hui indispensable. La pluralité de l'information aujourd'hui est indispensable et c'est grâce quand même aux médias libres indépendants que l'on peut avoir cette pluralité. Donc merci beaucoup pour le travail en tout cas et merci de m'avoir invité.